Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour. J'ai aujourd'hui le plaisir et l'honneur de recevoir, en compagnie d'Éric, de recevoir un brillant auteur, Franck Martini, qui est essayiste, auteur de Dépasser la démocratie libérale, paru aux éditions Godefroy de Bouillon, et non pas Jean-Cyril Godefroy, donc, à ne pas confondre, aux éditions Godefroy de Bouillon, en mai dernier, et auteur également du Manifeste du Principat, paru toujours aux mêmes éditions Godefroy de Bouillon, en octobre dernier. Et nous allons traiter du thème suivant: restituer au peuple la souveraineté confisquée par les puissances économiques et les organisations internationales. Et effectivement, ces deux ouvrages de Franck Martini font suite à deux autres ouvrages tout aussi brillants: Du ciel à la terre, métamorphose égalitaire, aussi paru aux éditions Godefroy de Bouillon, cette fois-ci en 2024, et puis également La civilisation du néant, commentaire sur l'effondrement en cours, paru également aux éditions Godefroy de Bouillon en 2024. Donc il s'agit là de 4 ouvrages tout à fait pertinents, remarquables et bien écrits pour décrire les effets et les méfaits de la mondialisation financière sur la souveraineté du peuple. La souveraineté du peuple est en quelque sorte confisquée par les élites financières mondialistes. Donc, Franck Martini, bonjour. Bonjour à tous. Je trouve que votre œuvre, qui s'étoffe de plus en plus, a un caractère puissant et original dans la façon de traiter cette épineuse question de la souveraineté du peuple confisquée par les élites. Et il semblerait que le phénomène ait commencé à s'accélérer, en fait, à partir des années 80 et donc avec l'essor de la mondialisation. Qu'en pensez-vous? Oui, absolument. Mais les années 80 trouvent leur source évidemment bien avant. On va dire que tout ça commence dès les années 60 en réalité. D'abord parce que c'est une bascule aussi dans les modes dominants du capitalisme, où le pouvoir commence à passer aux mains réellement des financiers par rapport au capital d'industrie, euh, pardon, un peu plus traditionnel. Mais ce qu'on voit, bah, finalement, à partir de la fin de la période de Gaulle, en réalité, se mettent en place tout un ensemble de mécanismes qui vont conduire à la mondialisation telle que tout le monde pourra l'apercevoir dans les années 80, mais surtout dans les années 90. C'est un mouvement global qui est un mouvement économique, mais d'une certaine manière, c'est aussi une forme de... je vais reprendre le titre d'un ouvrage de Christopher Lasch, le sociologue américain, une forme de sécession des élites, d'une certaine manière, une déconnexion de plus en plus importante de ces mêmes élites vis-à-vis de leur propre peuple. Qui vont constituer au fil des décennies une forme de classe transnationale, dont une des expressions les plus évidentes d'ailleurs se trouve au niveau de l'Union européenne. Et en même temps que le phénomène de mondialisation se développe, se met en place, on s'aperçoit que s'autonomise de plus en plus cette classe élitaire
transnationale qui petit à petit va rompre son attachement à la fois à son propre peuple, mais plus globalement à la nation. C'est le discours prégnant autour de l'abolition des frontières qui deviennent un obstacle, la libre circulation des personnes et des capitaux, le grand réseau mondial qui n'a que faire des mémoires et des histoires et qui n'a que faire également des classes populaires et qui va petit à petit, comment dire, développer sa propre idéologie, sa propre rationalité, déconnecté, j'allais dire, du commun, du bien commun, des enjeux de souveraineté, des enjeux de destin du peuple et nous amener à la situation dans laquelle on est, où les contradictions de ce système-là deviennent de plus en plus patentes où finalement la modification profonde de l'ordre mondial remet en question complètement d'ailleurs à la fois l'idéologie transnationale et les bases mêmes de sa réalité, de sa puissance. Oui, alors tout à fait. Philippe de Villiers avait fait une confidence concernant une conversation qu'il avait eue avec Emmanuel Macron, et celui-ci lui avait dit la nation est un concept dépassé. Et effectivement, il semblerait que cette phrase résume très bien l'état d'esprit de ces élites mondialistes, de cette oligarchie mondialiste, qu'on pourrait qualifier au sens étymologique du terme, au sens grec du terme, une plutocratie, en fait. Mais ne pensez-vous pas que, au fond, le penseur de référence, si on peut dire, pour cette oligarchie mondialiste, serait Auguste Comte. Vous savez, Auguste Comte, avec ses 3 âges de l'humanité, la superstition, ensuite le culte des institutions, puis le 3e âge, c'est le gouvernement mondial gérant rationnellement les choses et les gens et administrant la richesse et le bien-être à toute l'humanité, et celle-ci étant unie dans une concorde universelle. Et Auguste Comte avait été traumatisé par les boucheries des guerres de Napoléon et il rêvait, ce polytechnicien rationaliste, il rêvait justement d'un technocratisme à l'échelle planétaire qui aurait aboli les différences et, croyait-il, donc les conflits. Et en fait, il semblerait qu'au fond, ce schéma préside, au fond, ce schéma-là, soit en quelque sorte le soubassement conceptuel de cette oligarchie mondialiste qui s'imagine que l'avenir appartient à un gouvernement mondial qui administrera des conflits locaux d'une manière policière au fond presque anecdotique. Qu'en pensez-vous? Je pense que vous avez tout à fait raison, mais qu'en même temps, il doit y avoir plusieurs racines différentes. Par exemple, la Révolution française, qui, dans ses guerres contre les monarchies européennes, s'est drapée d'un sentiment patriotique, défendait moins la nation souveraine que les idées révolutionnaires elles-mêmes. C'est-à-dire qu'il y avait déjà là une forme d'universalisme qui remonte aux Lumières et qui faisait qu'on commençait à se dégager de l'idée de nation pour aller vers une vision d'abord globale de l'humanité. Alors, on le voit à travers la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est un peu ambivalente parce que, à côté des droits de l'homme, c'est-à-dire intangibles et inaliénables, restent encore les droits du citoyen. Et donc là, on est un peu dans un entre-deux. Mais petit à petit, on va voir s'effacer la logique du citoyen et la logique des droits de l'homme va prendre de plus en plus d'ampleur. On aura diverses moutures, hein, jusqu'en 1948 et après. Et donc là, on a déjà aussi l'idée qui complète ce que vous venez de dire, que de toute façon, les différences entre les hommes n'existent pas. Et c'est le propos essentiel de l'universalisme qui fait passer au second plan comme des différences qui peuvent être
presque interpréter comme anecdotique, voire folklorique, les différences de culture, notamment. La logique d'un gouvernement technocratique et oligarchique, elle s'appuie aussi sur une vision universalisante de l'humanité, qui est portée d'ailleurs par l'ordre libéral à travers l'individualisme, hein, voire l'individualisme radical. Et les deux se complètent assez bien, en fait. D'ailleurs, comment dire, dans le discours de ces mêmes élites oligarchiques, on a sans cesse aussi comment dire, le rappel aux droits de l'homme, mais entendu comme le droit des individus. Les notions de peuple et de culture passent totalement à la trappe. Donc, on a un projet, pour moi, qui est multiracinaire d'une certaine manière, qui va pêcher d'un côté vers l'universalisme, de l'autre vers on peut citer aussi Lippmann d'ailleurs, hein, sur la logique technocratique, le gouvernement par les experts, la nécessité de ne pas confier au peuple qui est incompétent et qui ne sera pas forcément capable de faire les bons choix, la nécessité de diriger les choses et d'accompagner tout cela par une manufacture du consentement qui va permettre d'aller toujours dans la bonne direction. C'est-à-dire que les intérêts financiers qui deviennent mondiaux, la logique universalisante, le sentiment technocratique que de toute façon c'est l'expert qui a la bonne vision des choses et la capacité à régler les problèmes, forment un triptyque qui s'assemble assez bien et qui devient une redoutable machine de guerre. Et c'est d'ailleurs aussi une autre façon d'évacuer complètement le politique. Évidemment, parce que le politique n'existe que si il y a des peuples, des nations, que s'il y a la capacité à reconnaître des conflits qui sont aussi des conflits fondateurs. Tout ça passe à la trappe et est remplacé par de la gouvernance, de la technocratie, et derrière la technocratie par finalement les intérêts de classe, hein, des principaux puissants du moment. Donc il y a une forme de convergence en fait là-dedans, de divers fils qui se retrouvent à être reliés. C'était un peu, d'ailleurs, Liban, dans sa jeunesse, a appartenu à la Fabian Society. C'était aussi déjà, fin 19e, hein, des éléments qui étaient relativement concordants avec la vision de Kant. Donc on voit qu'il y a plusieurs ruisseaux qui viennent alimenter cette grande rivière. Et oui, et au fond, cette vision mondialiste, technocratique et nivelante, il semblerait qu'elle soit l'expression d'un utilitarisme poussé à son paroxysme, en fait, à sa caricature presque, puisqu'en effet, comme vous venez de le dire, les particularismes culturels apparaissent dans cette vision-là comme des archaïsmes gênants, toxiques pour la rationalité économique, notamment parce qu'ils gênent l'aménagement d'un marché mondial qui soit unifié, qui soit standardisé, qui soit donc une immense piste d'atterrissage homogène pour les produits à écouler. Et en fait, donc, ces élites mondialistes cultivent au fond une sorte d'utilitarisme poussé jusqu'à sa quintessence. Qu'en pensez-vous? Je pense que ça fait partie de l'ADN libéral, libéral au sens du libéralisme réel, hein, comme il y a eu un socialisme réel, si on ne veut pas forcément, en reprenant les principaux penseurs du libéralisme classique. La logique de l'individualisme, la logique de l'intérêt, la place première de la technique et la place première de l'argent, du capital circulant,
sont complètement déterminantes là-dedans. Mais elles sont déjà en germe dès l'établissement de ce qu'on peut appeler des proto-démocraties libérales, et notamment en Angleterre. C'est-à-dire que c'est vraiment une constellation, une architecture, je ne sais pas quel est le mot le plus adapté, où on voit se développer une espèce de triptyque individualisme, marché, État. Et l'État a un rôle de plus en plus important dans la mesure où c'est l'État qui est capable de préparer les conditions de l'élargissement et du développement du marché. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment dissocier comment dire, l'un et l'autre, parce que dans une logique libérale, l'un travaille avec l'autre et pour l'autre d'une certaine manière. Alors on peut avoir des États qui ne sont pas forcément obèses, mais qui ont un poids extrêmement important et notamment par la capacité à légiférer, par la capacité à produire de la norme, à orienter les choses de telle manière à développer sans cesse des nouveaux marchés. Et les élites libérales ont toujours essayé d'utiliser l'État à cette fin-là. Jusqu'à ce que d'ailleurs il ne soit plus un État au sens de le représentant de l'intérêt commun, mais une forme de machine administrative dont on va attendre d'elle qu'elle produise le cadre qui va permettre l'élargissement, le développement, l'approfondissement de la logique de marché, et ceci sur un plan géographique, mais aussi dans une logique de marchandisation de toutes les activités humaines. Et ça va complètement de pair avec, du point de vue anthropologique, là, l'individualisme radical qui fait de l'intérêt la matrice première des comportements humains. On ne pense que le comportement des autres qu'à travers leur intérêt. Et comment dire, ça a un effet performatif parce que ça produit des individus qui finissent par être comme ça. Par contre, on supprime les appartenances, les corps intermédiaires, les vieilles attaches, ce qui pouvait faire corpus pour les uns et les autres. Ça devient un frein aussi à l'extension du marché, à l'utilisation de l'État dans ce sens-là, et à la victoire de l'individualisme. Et donc, par rapport à ça, c'est une lutte incessante finalement contre la famille, contre des appartenances historiques et mémorielles qui vont gêner ce déploiement. Si on prend les 250 dernières années, évidemment, ce ne sera pas linéaire, et pas linéaire selon les zones et selon les pays, mais on voit que la machine sans cesse a poussé à ça, jusqu'à des résultats complètement délirants, où finalement on ne produit que des individus sans attache, qui deviennent des atomes isolés et qui ne sont capables de se mouvoir dans la vie et en société qu'à travers leurs désirs et leurs intérêts. Et on est quand même aussi dans une grande machine anthropologique à fabriquer un certain type d'humain qui finalement est totalement habitué, construit dans cette logique-là. Et Donc oui, alors on a tout un ensemble civilisationnel d'une certaine manière là. oui. Et oui, alors c'est ainsi qu'on voit, au fond, le contraste saisissant entre ce qu'a pu être ce qu'ont pu être les sociétés du Moyen Âge en Europe, c'est-à-dire communautaires principalement, avec les sociétés atomiques et atomisées que vous venez de décrire, qui s'installent dans ce monde moderne mercantile. Alors, Dumézil il avait analysé les sociétés européennes comme étant régies par la tripartition, ceux qui prient, ceux qui combattent, ceux qui produisent des richesses. Donc une société en quelque sorte pyramidale. Et cette verticalité dumésilienne semble tout à fait en opposition totale avec cette espèce de surface tabulaire qu'est la société moderne, composée d'atomes sans lien les uns avec les autres, qui sont surtout des consommateurs d'ailleurs de plus en plus,
Et il semblerait que là, d'ailleurs, on arrive vraiment à une crise de civilisation puisque ça ne correspond pas aux besoins fondamentaux de l'être humain, semble-t-il. Alors, ça ne correspond pas aux besoins fondamentaux de l'être humain, mais je pense que pousser à son terme, cette logique-là finit par se dévorer, Ouais. dévorer elle-même, hein, et ne peut pas tenir debout toute seule. Je pense qu'à la Renaissance, probablement, il y a eu une rupture, une vraie rupture civilisationnelle. Et je pense qu'elle a démarré au moment où finalement les sociétés humaines en Europe ont commencé à s'auto-instituer. C'est-à-dire qu'on n'allait plus chercher la légitimité dans le roi de droit divin ou dans un ordre vertical, mais hétéronome. On a posé le fait que les hommes pouvaient produire leurs propres lois comment dire, en dehors de toute transcendance ou de toute verticalité, et construire la société qui correspondait justement à leurs souhaits propres, éventuellement leurs intérêts propres. Ça a commencé notamment en Italie à travers les communes italiennes. Qui étaient des communes essentiellement dirigées par des banquiers et des commerçants. Mm. Ce qui changeait radicalement un certain nombre de choses. Et partant de là, ça a migré vers la Hollande, hein, puis l'Angleterre, et c'est devenu comment dire, le fondement habituel des sociétés humaines. Donc, qui à la fois avait déjà cette balance, là, cette contradiction en elle-même, c'est-à-dire qu'elle était toujours dirigée par des élites, sauf qu'on avait remplacé les guerriers par des banquiers et des commerçants, mais qui ne pouvaient se légitimer véritablement qu'à travers une forme universalisante. C'est-à-dire l'élite bourgeoise, elle n'a pas de statut particulier qui la distingue du peuple, contrairement à la noblesse qui se revendiquait quasiment d'une différence ontologique presque. Donc, on a à la fois la tension vers ce qui va amener l'universalisme et la, comment dire, la rigidification d'un système élitaire, comment dire, correspondant aux nouveaux puissants qui deviennent les banquiers, les commerçants, après un peu plus tard les industriels. Donc là, on a cette bascule qui est énorme, qui est manifeste, mais qui finalement va se développer en dévorant l'ancien d'une certaine manière. C'est-à-dire que les restes de verticalité, les restes des attachements, les restes des vertus qui accompagnaient l'ancien monde, et notamment l'ancien monde médiéval, ont été aussi bien utiles pour l'expansion coloniale dès la Renaissance d'ailleurs, et après pour tout un ensemble d'éléments. Mais au fil du temps, comment dire, ce nouveau complexe civilisationnel dévorant l'ancien finit par faire disparaître le fondement de l'ancien qui tenait debout l'ensemble et qui permettait à cet ensemble aussi de continuer à être constitué. Et quand la civilisation moderne, si on veut employer le terme, finalement ne tient plus que par elle-même, elle ne tient plus du tout. Et j'allais dire, c'est là que ces contradictions éclatent et à la vue de tous. Et je pense que s'ouvre aujourd'hui une période historique qui va être marquée par la remise en question extrêmement forte des fondements de la civilisation moderne telle qu'elle a commencé à se construire à la Renaissance. Parce que ça tient plus d'abord parce que dans d'autres endroits du monde, ben, on n'a pas les mêmes logiques. Donc il y a un choc qui devient réel et manifeste. Et en plus, ça ne permet plus de faire société. Ça ne permet plus de faire société, ça ne permet plus de faire commun. Si vous avez des gens qui ne vivent que de leur intérêt et de leurs désirs, mais qui ne font pas société, qui ne sont pas attachés les uns avec les autres par des liens profonds d'appartenance, qui ne partagent pas un commun et un commun culturel puissant, bah, tout se délite finalement. Et on en arrive à quelque chose qui s'essouffle totalement et qui finit par essayer de survivre à travers des narratifs de la communication, de la propagande,
ou à travers ce que Noam Chomsky appelait la fabrication du consentement, mais qu'on pousse le plus loin possible. Oui, et alors on voit même d'ailleurs au sein de la fonction économique de plus en plus euh, omniprésente aux dépens des deux autres fonctions dumésiliennes, on voit l'appauvrissement euh, par autophagie, si on peut dire. En 1850, le Royaume-Uni a quitté, après un virage vers le capitalisme financier, et a développé au maximum l'activité bancaire financière, et aux dépens d'une activité industrielle qui avait été prévalente auparavant, puisque le Royaume-Uni avait lancé la révolution industrielle, principalement à partir du milieu du XVIIIe siècle. Et puis, face à ce capitalisme financier britannique qui commence véritablement à prendre un grand essor à partir du milieu du XIXe siècle, on voit ce que l'on a pu appeler le capitalisme rénant, le capitalisme industriel, celui du Zollverein et puis ensuite de l'Empire allemand. Et entre 1870 et 1914, on a vu un déclin industriel relativement marqué, celui du Royaume-Uni, par rapport à un essor industriel fulgurant, celui de l'Allemagne wilhelmienne. Et au point d'ailleurs que ça a été un des facteurs déclenchants de la guerre de 14-18 en réalité. Au-delà des fureurs du coq gaulois, il y avait les manipulations de la perfide Albion, pourrait-on dire. Mais ce capitalisme financier n'a fait que croître et embellir par la suite, et aujourd'hui, on a le paroxysme de ce capitalisme financier avec une bulle monétaire absolument gigantesque, notamment celle du dollar, avec un développement phénoménal des activités boursières et avec une sorte de dichotomie mondiale entre un Occident très très dominé par les activités spéculatives et puis une Chine devenue la manufacture industrielle du monde. Et en fait, on voit bien que ce capitalisme financier occidental a fini par atteindre une sorte d'état gazeux qui, semble-t-il, va déboucher probablement sur des spectaculaires éclatements de bulles spéculatives. Comme toutes les bulles, elles explosent. Et probablement une crise financière mondiale. Qu'en pensez-vous? Probablement. Pour revenir à ce que vous disiez sur l'Allemagne, bon, l'Allemagne, d'une certaine manière, s'est développée industriellement après le Royaume-Uni. Donc, elle a rattrapé son retard plus tardivement. Mais il y a eu une tradition allemande de la production industrielle qui a perduré hein, de toute façon, le capitalisme financier est principalement anglo-saxon. Il existe bien sûr en Allemagne, mais il est moins marqué parce que la traduction productive est bien plus forte. Cette concurrence des modes de capitalisme, d'ailleurs, a été effectivement probablement une des causes de la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Hein, avant la guerre, il existait trois empires dont on pouvait dire que deux au moins de ces empires, l'autrichien et le russe, étaient des empires assez traditionnels. L'Allemagne, c'était un peu plus mitigé, bien entendu. À la fin de la guerre, il n'y a plus d'empire. Donc, on peut le lire aussi comme une victoire du capitalisme financier sur, j'allais dire, l'ancien monde et sur un modèle hybride qui représentait à la fois l'ancien monde et à la fois un risque industriel majeur. Sachant que ben, le Royaume-Uni, c'était, et avant la guerre de 14, on était une forme de première mondialisation qui est allée avec l'expansion financière et coloniale hein, du Royaume-Uni.
Partant de là, les choses ont continué leur train et les États-Unis ont pris le relais du Royaume-Uni, mais finalement un petit peu selon le même schéma, puisqu'on est parti aussi dans cette victoire du capitalisme financier sur le capitalisme de production ou strictement industriel. Cette victoire était, pour moi, elle est apparue nettement là vers le milieu des années 60, et puis elle a précédé Bretton Woods, des choses comme ça. Et elle est caractérisée essentiellement par une forme de fuite en avant. D'ailleurs, ce qui est remarquable, c'est de voir les capitalisations boursières des entreprises mondiales. On trouve essentiellement des entreprises américaines. Les entreprises chinoises, comment dire, sont sous-cotées par rapport à leur capacité productive effective. C'est-à-dire que la logique chinoise semble être de se tenir, bien entendu, hors de la financiarisation au niveau mondial. Et ce qui ne veut pas dire, bien entendu, que dans l'absolu, les entreprises chinoises valent ou représentent moins de capacité à produire de la valeur que les entreprises américaines, par exemple. Ça n'aurait aucun sens d'affirmer ça. Par contre, si on compare leur capitalisation boursière, ça n'a rien à voir. Ça veut dire tout simplement qu'on a simplement des valeurs monétaires qui sont poussées par soit de la spéculation, soit de la financiarisation, soit des choses comme ça. Donc, toute la question aujourd'hui, qui est une question un peu centrale, ça va être notamment pour les États-Unis et l'Occident en général, de se dire soit il va y avoir une forme d'atterrissage plus ou moins en douceur et une forme de rétractation de la financiarisation, soit il va y avoir quelque chose d'un peu plus violent et d'un peu plus douloureux. Et alors justement, dans la perspective... Juste un point d'ailleurs pour ajouter, le dernier Premier ministre du Tsar à l'époque se posait clairement la question en disant comment peut-on développer en interne une forme de capitalisme industriel sans passer par le système bancaire international et principalement anglais à l'époque. C'était Stolypine, non? C'est ça? Oui, et il avait réfléchi à un certain nombre de possibilités en s'appuyant notamment sur les grands propriétaires terriens, mais enfin, bon, on n'a pas eu le temps de voir ce que cette expérience-là aurait donné, puisque la révolution de 1917 est passée par là. Et alors justement, c'est là où on peut inspecter, je dirais, les tentatives trumpiennes de restituer aux États-Unis la splendeur industrielle du passé, pourrait-on dire. En 1945, les États-Unis assuraient l'écrasante majorité de la production industrielle mondiale. Et aujourd'hui, ils n'en assurent plus que, je crois, 20% à peu près. Ce qui est déjà pas mal. Mais je crois que dans les années 40, c'est 50% de la production industrielle était fournie par les États-Unis. Oui. Et alors justement, Trump voudrait, semble-t-il, étoffer à nouveau la base industrielle américaine et d'où sa politique douanière, etc. Je ne sais pas dans quelle mesure il va parvenir à ses fins, mais on voit bien que l'esprit de cette tentative, c'est effectivement de redonner à une économie américaine, au fond très très largement fondée sur des artefacts spéculatifs et sur des surfacturations de services, pourrait-on dire. Exemple, les services médicaux ou les cabinets juridiques. Et donc, on pourrait dire une économie très largement casino et très largement bibendumesque. Il essaie de redonner donc une consistance industrielle à cette économie. Et effectivement, ce faisant, il veut un dollar faible pour pouvoir exporter plus. Et là, il se trouve en opposition avec Powell, le patron de la Federal Reserve Bank, la banque centrale, qui lui veut maintenir un dollar fort puisqu'il veut maintenir intact le rôle du dollar comme monnaie de réserve, lequel rôle est largement ébréché déjà d'ailleurs
par les pays du BRICS. Et les banques centrales du BRICS augmentent leurs réserves en or métal d'une manière phénoménale. Et les pays du BRICS commencent à installer des flux commerciaux avec leur propre monnaie. Mais alors, effectivement, il semblerait que Trump affole les milieux financiers américains en tournant le dos en quelque sorte au primat du dollar comme monnaie de réserve et en voulant donner au dollar, comme le font les Chinois avec le yuan, un rôle de catalyseur des exportations industrielles, en fait. Qu'en pensez-vous? Je pense que de toute façon, il y a une transition extrêmement délicate pour les États-Unis parce que, comment dire, dans le monde tel qu'il se recompose aujourd'hui, la capacité à exercer une domination financière mondiale et une espèce d'hégémone du dollar n'est plus tenable dans la durée. J'imagine qu'un certain nombre de personnes autour de Trump en sont tout à fait conscientes. Mais ça ne veut pas dire que la transition est facile à gérer parce que avoir l'ambition de recréer un socle industriel puissant et être capable de le recréer, ce sont deux choses tout à fait différentes. Alors évidemment, il y a la question de l'énergie qui est déterminante dans cette histoire-là, donc la capacité à assurer une énergie bon marché et massive, c'est bien entendu déterminant. C'est pas gagné, hein, parce que les réserves de gaz de schiste américains tiendront probablement pas jusqu'à les quelques prochaines années, donc ça posera évidemment une grosse question aux États-Unis. Ça, c'est le premier point, l'énergie. Le deuxième point, c'est les compétences. Parce que si vous voulez avoir un socle industriel, il vous faut des ingénieurs, par exemple. Or, il se trouve que la Russie, qui est plus de 2 fois plus petite en termes de population que les États-Unis, produit un nombre d'ingénieurs euh, bien plus considérable que les États-Unis. Et je ne parle même pas de la Chine, où là, on est sur d'autres échelles. Donc, si on n'a pas la capacité à avoir des ingénieurs, des techniciens, des ouvriers qualifiés, on peut toujours vouloir construire un socle industriel, on ne pourra pas le faire en fait, parce qu'on n'aura pas les compétences, les savoirs, les savoir-faire qui sont nécessaires à ça. Et ça, c'est pas une ambition comme ça, elle ne dure pas le temps d'un mandat ou des 2 ans avant les midterms. C'est des ambitions qui sont des ambitions à 20 ans. Donc là, parce que les jeunes Américains vont effectivement faire des études de genre, ils vont faire du droit, ils vont faire des choses comme ça, mais enfin, ils ne se retournent pas vers les métiers techniques et les métiers industriels. Donc, si vous n'avez pas les gens qui ont l'appétence pour ça et si vous n'avez pas le nombre suffisant, ben vous n'êtes pas capable d'y arriver. Il y a un exemple d'ailleurs, l'Australie, les sous-marins lorsque les États-Unis comment dire, ont poussé la France du marché en disant bah, c'est nous qui le reprenons, ils sont infoutus pour dire ces sous-marins. Donc, je me demande à quoi pourra bien ressembler un socle industriel américain sur la base de ses capacités actuelles réelles. Donc là, il y a une véritable question et les échelles de temps ne sont pas les échelles politiques qui sont celles du mandat présidentiel ou du Congrès ou autre. Il faudrait vraiment qu'il y ait, j'allais dire, presque une unanimité élitaire pour orienter le bateau dans cette voie-là et se donner tous les moyens de se dire à 20 ans, on peut. Mais ça commence déjà presque à ressembler à la planification, donc on n'y est pas du tout. Donc il semblerait que pour moi que la transition elle soit très très problématique et éventuellement très compliquée. Donc je pense qu'il y a une rationalité derrière les choix de Trump et sa logique et effectivement ça paraît aussi une certaine lecture juste de la situation actuelle et de la recomposition de l'ordre mondial, mais c'est pas pour ça que l'ensemble des conditions sont réunies pour que ça réussisse et que ça réussisse dans le temps politique est un parti à Trump. Oui, d'ailleurs, on voit que le général de Gaulle, il a quand même pu être au pouvoir de 58 à 69, ce qui a fait 11 ans tout de même, où il a pu développer des réformes très conséquentes. Poutine, lui, c'est plus de 20 ans.
C'est un grand réformateur, Poutine. Il a remis sur pied la Russie en 20 ans. Si on remonte dans le passé, Louis XIV, alors c'est un très très long règne. Les grands réformateurs ont occupé le pouvoir très longtemps, en fait. Hein. Alors il y a ça, mais en plus, il se trouve que Trump doit faire face à une opposition étatique et financière extrêmement forte. Ouais. C'est-à-dire que non seulement il a pas le temps pour lui, mais je ne pense pas que les oppositions internes à Poutine aient été si puissantes qu'elles l'ont complètement entravé dans son action. Pour Trump, c'est déjà moins vrai en réalité. Donc on s'aperçoit qu'il a deux désavantages. Il a le désavantage temporel, comme vous venez de le souligner, et il a le désavantage de devoir, en quelque sorte, soit de négocier, batailler avec une opposition interne qui est extrêmement puissante. Donc ça fait beaucoup d'inconvénients là, dans la capacité à mettre en place une politique de réforme. Tout à fait. Alors, cher Eric, nous allons rappeler les références de notre émission, puis lire des messages Absolument. d'auditeurs. Chers auditeurs, vous écoutez le libre journal de la crise dirigé par Laurent Arthur Duplessis qui reçoit aujourd'hui Monsieur Franck Martini, qui est essayiste, auteur de Dépasser la démocratie libérale paru en mai 2025 et de Manifeste du Principat qui est paru en octobre 2025 et ces deux ouvrages sont édités par les éditions Godefroy de Bouillon. Le thème de notre émission aujourd'hui, c'est restituer au peuple la souveraineté confisquée par les puissances économiques et les organisations internationales. Monsieur Martini, nous avons quelques messages qui sont arrivés de la part d'une fidèle auditrice que je salue, mais qui souhaite rester anonyme. Son premier message: bonjour messieurs. Croyez-vous que le peuple ait eu un jour voix au chapitre? Je n'y crois pas. On l'a envoyé sur le champ de bataille, on l'a fait travailler, mais entre parenthèses, par l'esclavage, pour lui faire payer son évolution. Enfin, esclavage, façon de parler, bien sûr. C'est pourquoi Twitou a dit « Vous retournerez à l'âge de la pierre ». Je pense qu'ils ont mis tout en place pour dominer les populations. Ils ont l'argent, donc tous les moyens pour nous conduire où ils veulent, voire nous supprimer, par les vaccinations aussi, car ils dominent les laboratoires. Diviser pour mieux régner, ils savent faire. Voltaire, l'ancêtre des droits de l'homme, dit-on, a dit « Au peuple sot et barbare, il lui faut un joug et un aiguillon ». Merci messieurs, bonne émission. Cette personne continue par un autre message. Le protestantisme a amené la mise en place de l'usure dont on connaît les origines. La redécouverte de la culture grecque a été le destructeur de l'harmonie médiévale qu'avait donné le catholicisme. Enfin, un dernier message toujours de cette auditrice qui là est une question. Quel est le rôle de la maçonnerie avec cette destruction programmée de la religion chrétienne et sa captation du pouvoir politique? C'est une question, là. Alors, le rôle technique de la maçonnerie, je ne suis pas spécialiste de la question. Par contre, on peut comprendre aisément que l'Église catholique, avec à la fois sa dimension verticale et à la fois sa dimension culturelle et communautaire, les deux ensemble, finalement, a les deux défauts majeurs vis-à-vis du complexe civilisationnel qu'on a décrit tout à l'heure, qui veut débarrasser finalement les uns et les autres de toute transcendance et rabattre vers l'intérêt, vers l'utilitarisme, d'une part, et d'autre part, finalement, est aussi un obstacle à l'individualisme radical, fondé, motivé par le désir et l'intérêt. Donc, il est évident que l'Église catholique, depuis avant les Lumières d'ailleurs, allait être une cible de choix pour le nouveau pouvoir en place. Alors,
ça s'est pas fait non plus de manière linéaire. Il y a eu des mouvements, des hauts et des bas, des poussées plus fortes et moins fortes. Mais globalement, on ne pouvait pas imaginer que ce complexe civilisationnel-là ne puisse pas faire la guerre à l'Église catholique. C'était évident. Donc, bien entendu, la déchristianisation, ça faisait partie du lot qui était promis. Le rôle des loges maçonniques là-dedans, bon, moi je ne le connais pas, mais on peut dire que d'une certaine manière, c'est représentatif d'un ensemble d'acteurs, hein, de pensées, de doctrines qui étaient convergentes avec le nouvel ordre mondial et qui donc allaient lutter contre ce qui restait de transcendance, de verticalité, comment dire, d'articulation entre le ciel et la terre. On voulait absolument se débarrasser du ciel et de garder que la terre. Donc, il y a eu probablement une action des loges maçonniques, mais avant la Révolution, d'ailleurs, il y avait beaucoup de loges, et bien entendu, toutes n'étaient pas maçonniques, ce qui ne les empêchait pas de travailler au même but. Hein. Donc, je pense qu'il faut voir de ce point de vue la franc-maçonnerie comme un symptôme, d'une certaine manière, d'un mouvement plus profond, plus large, hein, qui visait à instaurer les règles du jeu du nouvel ordre. C'était une bagarre de puissance, en fait. Hein. D'un côté, l'Église avait un pouvoir extrêmement important, enfin, on peut dire jusqu'à la Révolution, y compris spirituel, temporel, mais et matériel. Et puis, la Révolution, on est arrivé à la loi Combes, et là, l'Église a pris une toute autre position, qui est beaucoup plus spirituelle, tout en ayant, bien sûr, des attaches matérielles. Donc, effectivement, nous assistons à une évolution et s'il y a encore cette lutte de puissance, c'est que quelque part l'Église doit gêner. C'est un petit peu ce qu'on peut ressentir. Oui, c'est bien sûr que l'Église a gêné. Alors, elle a gêné préalablement parce qu'elle avait aussi une puissance matérielle. La question a été réglée. Il lui restait la puissance spirituelle, mais la puissance spirituelle n'en est pas moins gênante. Tout à fait. Elle est moins gênante de la dimension spirituelle quand il s'agit du protestantisme, évidemment, parce que d'une certaine manière, c'est à travers aussi l'avènement du protestantisme que comment dire, la modernité a pu se faire au jour. Hein. La logique de l'individualisme, notamment, le primat comment dire, de la réussite matérielle sont passés aussi par les filtres du protestantisme. C'est-à-dire que sans protestantisme, on aurait eu une modernité qui aurait été peut-être un petit peu différente. Oui. C'est à travers, j'allais dire presque, le filtre anthropologique du protestantisme que sont advenues les démocraties libérales. J'allais dire que le protestantisme est compatible avec la modernité triomphante. L'Église catholique l'est moins. Et sa puissance spirituelle comment dire, c'est comme le peuple, c'est comme l'histoire, c'est un archaïsme qui devient un obstacle. Il faut s'en débarrasser ou éventuellement le subvertir si on trouve à l'intérieur de l'Église catholique des gens qui peuvent avoir des discours très moraux, très éthiques, mais un peu moins empreints de l'exigence spirituelle elle-même. On a un peu l'impression que le Concile Vatican II oriente un petit peu l'Église catholique vers une certaine forme de protestantisme. Pas tout à fait, mais enfin un petit peu, la façon dont se déroulent les offices, la façon dont... c'est un peu le sentiment. Alors que l'Église traditionnelle, elle, reste sur ses fondements. Et d'ailleurs, on voit que l'Église traditionnelle, je dirais, attire énormément de jeunes aujourd'hui. Oui, et d'ailleurs, il est remarquable de pouvoir constater ce fait d'évidence que l'Église catholique est la seule institution qui fait lien entre nos jours et l'Empire romain. C'est vrai. Elle exprime donc la plus grande continuité de notre civilisation profonde. On peut bien imaginer que cette continuité-là est radicalement problématique pour les tenants de l'ordre élitaire, mercantile, marchand et financier en cours. Absolument, oui, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, ça rejoint l'œuvre de Max Weber qui a
avait écrit Protestantisme et éthique du capitalisme, et qui avait montré ce lien entre l'essor du capitalisme et la religion protestante. Et au fond, ce texte de Weber est en quelque sorte le bréviaire du capitalisme moderne, en fait. Absolument. Et d'ailleurs, ça renvoie, après, on rentre dans d'autres discussions, mais à la question de la prédestination et la différence entre Luther et Calvin. Saint-Augustin, par exemple. Oui. Et comment cette torsion qu'opère Luther, cette radicalisation de la prédestination, contient en elle-même un certain nombre de conséquences qui vont préluder à l'apparition de l'éthique du capitalisme. Tandis que dans Saint-Augustin, on est évidemment tout à fait dans autre chose. Oui. Et d'ailleurs, ça a des conséquences aujourd'hui, par exemple, sur la définition de la notion de liberté, de la manière dont on peut entendre et comprendre la liberté. Messieurs, vous me permettez, je crois que Oui. la réalisatrice va passer un bobino. Tout à fait. Merci. Merci Claudia. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Et d'ailleurs, on voit bien comment des interrogations, les interrogations qui travaillent les esprits de ces sociétés libérales si éloignées maintenant de ce qu'on pourrait appeler le droit naturel, en fait. Celui encensé par saint Thomas d'Aquin et qui avait d'ailleurs des racines dans la pensée gréco-latine. Et on voit que des esprits inquiets scrutent beaucoup les sociétés primitives. Ça avait commencé avec l'œuvre de Lévi-Strauss. Et on voit de plus en plus, justement, des documentaires, des reportages d'ailleurs intéressants, sur les sociétés primitives, celles qui subsistent encore en Amazonie, par exemple. Et on voit bien derrière cela aussi la préoccupation qui est à l'œuvre, c'est retrouver les racines de la nature humaine, en fait, au fond. Et dans les racines de la nature humaine, on a quand même, pour moi, deux éléments qui sont inévacuables d'une manière ou d'une autre. C'est le besoin de la communauté. Et quand je dis besoin de la communauté, ça veut dire aussi besoin de la culture. Et besoin de la culture, ça veut dire le besoin de la transmission. C'est le besoin de la lignée familiale ou plus large. Et ce besoin-là est un besoin, mais comment dire, ontologique de l'être humain. On ne peut pas être homme sans appartenir à une culture, à une communauté, et donc sans faire partie d'une histoire. Et le deuxième, c'est que pour certains, c'est à très bas bruit, pour certains, c'est plus net. Il y a toujours une interrogation existentielle qui est en fait le premier pas vers une interrogation métaphysique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'humanité sans interrogation métaphysique, bien entendu. Et on a beau baigner dans un monde de consommation, dans un monde utilitaire, dans un monde technico-technique, dans tout ce qu'on veut, ce surplus d'humanité, cette étincelle d'humanité-là, elle ne peut pas être balayée, on ne peut pas la faire disparaître. Donc l'un et l'autre travaillent en sous-main l'homme moderne. À qui sent bien qu'il est mutilé d'une partie de lui-même, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on a voulu émanciper les hommes, on les a... qu'est-ce qu'on a fait à travers cette forme d'émancipation? Ben déjà, on les a envoyés à la solitude, mais pas simplement à la solitude parce qu'ils ont perdu leur lien, à la solitude parce qu'ils appartiennent à un monde désert, en fait. Quand le monde autour de vous, quand le ciel, quand les forêts ne sont que de la matière et rien d'autre que de la matière, quand votre vie n'est rien d'autre que l'expression chimique par un cerveau d'une conscience, et quand ça se réduit à la matière, quand tout n'est que matérialisme brut,
vous êtes amputé d'une part terrible de vous-même et vous êtes complètement seul parce que vous n'avez pas de lien et seul parce que vous n'habitez pas vraiment un monde, vous habitez un désert de matière en fait. Et ça, cette blessure-là, cette mutilation-là, elle travaille au cœur de l'homme moderne, C'est évidemment. c'est le troisième âge de l'humanité décrit par Auguste Comte, ça. Eh En ben, fait, c'est un peu celui que nous vivons. Et oui. comme, pour citer Chesterton, et ça complétera un peu, il disait le problème de notre époque, c'est pas que l'homme ne croit plus, c'est qu'il croit à tout et n'importe quoi. Donc, évidemment, quand on est travaillé comme ça par ce besoin à la fois communautaire et ce besoin spirituel, ben, et qu'on n'a pas de réponse particulière, on tombe dans le New Age, on tombe dans des croyances X ou Y, on tombe dans n'importe quoi, en fait. Alors, Et on tombe dans la Et confusion. Huntington avait, je crois, formulé une prophétie qui n'est pas absurde, me semble-t-il. Il parlait de la réindigénisation du monde, c'est-à-dire des grandes aires de civilisation. Oui. Il semblerait qu'on assiste effectivement à un retour vers les racines, et vers les Alors ça, c'est traditions. très intéressant parce que finalement, on va dire la culture occidentale moderne est une culture à vocation hégémonique. C'est-à-dire qu'un empire traditionnel, il se contente d'avoir des sujets, d'avoir des conquêtes, de faire payer le tribut. Il ne demande pas aux uns et aux autres de se transformer totalement et de devenir comme le modèle culturel et anthropologique qu'il propose. Pas l'empire occidental moderne, qui veut transformer tout le monde et toutes les cultures et toutes les façons d'être et toutes les façons de vivre et toutes les sociétés dans son propre modèle. C'est radicalement différent. Et là, manifestement, il a échoué. C'est-à-dire qu'il a tapé contre un mur culturel qu'il n'a pas pu dissoudre et reconstruire. Il a tapé contre l'Inde, il a tapé contre la Chine, même contre la Russie. Et la vague va devoir refluer. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir, et qu'il y a déjà, d'ailleurs, de toute façon, une réaffirmation culturelle de ces très vieilles cultures que l'Occident moderne n'a pas pu dissoudre et qui vont se mettre à exister, mais culturellement, mais géopolitiquement et en termes de puissance. Et ça, c'est très problématique pour une civilisation moderne occidentale qui a une vocation hégémonique parce qu'elle est, parce que si elle remettait en cause sa vocation hégémonique, elle se remettrait en cause elle-même. Donc, c'est pas possible. Donc, comment ça va se jouer et se faire? Ça va être dans les prochaines décennies. Ce sera sûrement quelque chose de passionnant. Par contre, on peut se poser une autre question, c'est que ça nous concerne également. Comment se réapproprier nous-mêmes? C'est-à-dire comment continuer ou redevenir nous-mêmes évidemment en assimilant les éléments de la modernité, mais en se rendant compte qu'on porte un manteau du libéralisme et qu'on peut, ce manteau dont on pourrait se débarrasser et retrouver des éléments fondamentaux de notre civilisation qui nous sont nécessaires et qui nous permettraient de faire société. Je ne parle pas de revenir au Moyen-Âge, hein, mais de réinventer, de nous réinventer nous-mêmes à partir de nos propres racines, en sortant des aspects les plus toxiques et les plus destructeurs de la civilisation moderne. Et oui, parce que là, les autres aires de civilisation nous montrent peut-être la voie à suivre, en effet, et Huntington le montre bien dans ses analyses. Les aires de civilisation euh, en dehors de l'Occident ont mis à profit les outils conceptuels scientifiques occidentaux et d'ailleurs ô combien, puisque finalement on voit comment des pays comme la Chine ou l'Iran, vous en avez parlé tout à l'heure, produisent énormément d'ingénieurs. Or, il s'agit là d'un héritage occidental, principalement. Bien sûr. Et voilà que l'Occident ne sait plus produire
autant d'ingénieurs qui pouvaient le faire autrefois, et ce sont ces pays du BRICS qui deviennent les grands producteurs d'ingénieurs. Mais tout en utilisant l'outil intellectuel fourni par la science et les technologies occidentales, et qu'elle développe beaucoup d'ailleurs, ces aires de civilisation, elles reviennent à leurs fondamentaux civilisationnels, comme l'Inde avec les Dunsva, c'est-à-dire le retour à la pureté hindouiste, la Chine avec le retour au confucianisme qui avait été combattu par Mao, le monde musulman avec le salafisme et autres, et quels que soient les inconvénients de la chose, et l'Occident, lui, pour l'instant, en est encore à sa soumission au siècle des Lumières, au libéralisme et je dirais au productivisme, bien que celui-ci soit déjà maintenant fourvoyé dans l'esprit financier spéculatif, mais il semblerait que l'Occident ait vocation lui-même à revenir à ses fondamentaux civilisationnels et religieux et philosophiques, c'est-à-dire probablement aux origines du christianisme, au christianisme moyenâgeux d'une certaine manière, à la philosophie thomiste, etc. Oui, mais alors ce serait revenir sur les fondamentaux qui datent avant le 5e siècle à ce moment-là. Ce serait vraiment revenir aux fondamentaux. Parce que moi, j'ai un petit peu le sentiment que vous avez évoqué, Monsieur Martini, les interrogations existentielles de l'individu, n'est-ce pas? Mais c'est un peu sur ce point où la religion catholique a, on pourrait dire, mal amorcé le virage. Parce que si on regarde bien, l'homme a évolué, très bien évolué culturellement, mais spirituellement, aujourd'hui même, nous sommes un petit peu en chute libre. Enfin, j'ose employer ce terme. Spirituellement et même moralement, je pense Oui. que si on faisait débarquer un grec ancien dans nos contrées, il trouverait merveilleusement avancé technologiquement et merveilleusement attardé moralement. Oui, tout à fait. Oui, oui. Mais ne pourrait-on pas dire justement que le Moyen-Âge offre des références très riches en matière spirituelle, puisque saint Thomas d'Aquin avait été l'incarnation de la pensée, avait développé une pensée qui synthétisait Aristote et la révélation chrétienne, qui synthétisait donc l'héritage gréco-latin et la révélation mystique chrétienne. Et je crois qu'en cela, le catholicisme moyenâgeux, celui de saint Thomas d'Aquin, a été la matrice du génie européen moderne, en fait. Huntington dit que, et il reprend à son compte les analyses d'un certain nombre d'historiens du Moyen-Âge, il dit que le Moyen-Âge a été la matrice de la modernité. Parce qu'en réalité, le Moyen-Âge catholique a posé les fondements d'une civilisation moderne européenne bien avant le siècle des Lumières. Et ce Moyen-Âge européen, en réalité, est une très très grande richesse intellectuelle et spirituelle, en fait. Et matérielle, parce que quand on voit que ça se traduit par la construction de plus de 250 cathédrales gothiques... il disposait d'une colonne vertébrale. Absolument, oui. Voilà. Et par rapport à saint Thomas d'Aquin, moi je mettrais dans l'articulation également saint Augustin. Oui, tout à fait. Le problème de l'Occident, c'est qu'il s'identifie à la modernité. C'est-à-dire que les classes élitaires aujourd'hui ne sont pas françaises, ne sont pas anglaises ou américaines. Elles se considèrent comme simplement modernes. C'est-à-dire qu'elles ne se considèrent comme appartenant à leur culture profonde que par accident, en fait. Et donc, je trouve que le travail à faire pour la réindigénisation en Europe, par exemple, est plus difficile encore que celui pour des Chinois, des Indiens ou autres.
Et Oui, pourtant, je pense qu'il y a là la nécessité de remettre en question quelques-uns des fondamentaux de la modernité, sans quoi on ne pourra pas avancer. Ça veut dire, par exemple, être capable de remettre dans le débat la question des droits de l'homme, qui fait office de religion, et on a l'impression que toute critique des droits de l'homme aujourd'hui ne peut émaner que de Satan. Mais en fait, si on voit comment les droits de l'homme s'articulent à l'individualisme, à la destruction des appartenances, à la négation du droit du peuple et à tout ce qui va avec, ben, on ne pourra pas avancer non plus. C'est-à-dire qu'il y a une fétichisation d'un certain nombre d'idées et de concepts, et tant qu'on en restera là, il ne sera pas possible de remettre en question la manière dont on doit faire société en tenant compte des fondamentaux de notre propre culture. et oui, c'est là où on voit bien que des pays comme la Chine, l'Inde et d'autres pays du BRICS euh, ont contourné, si on peut dire, ou ont esquivé le XVIIIe siècle européen, en fait. Comme je disais tout à l'heure, ils ont pris à leur compte l'héritage scientifique et technologique européen, mais pas l'héritage de la philosophie politique du XVIIIe siècle, en fait. L'exercice de la Alors, c'est en démocratie. cela que le marxisme leur a été utile. Oui, C'est-à-dire que le marxisme a été un moyen pour un certain nombre de pays non occidentaux d'accéder à la modernité. oui. Tout à fait. Et d'une certaine manière aussi, il s'est trouvé moins toxique que le libéralisme réel, en cela qu'il ne mettait pas en avant forcément l'individualisme, même si après on peut discuter de ça, mais bon, et que l'aspect collectif pouvait retentir avec des dimensions holistes de ces sociétés-là. Donc finalement, il leur a permis de s'approprier l'industrialisation, mais sans avoir le contre-coup culturel qu'aurait eu l'importation du libéralisme directement. Alors, tout à fait, oui, c'est vrai, ça, vous avez raison. Le marxisme a été une voie de passage vers la modernité sans tomber dans l'individualisme, en fait. Oui. D'où une certaine restriction. Et évidemment, le marxisme aujourd'hui est un petit peu en perte de vitesse. Parce qu'il y a le Ah oui, non, retour mais aux ça, fondamentaux. c'est pas le souci. Mais par exemple, regardez la Russie, tout bêtement. On a levé le couvercle communiste et on s'est aperçu que les modes de fonctionnement, les modes de pensée, les mœurs étaient restés relativement traditionnels. C'est-à-dire que le communisme tel qu'il s'est pratiqué n'a pas entamé anthropologiquement, culturellement, les peuples sur lesquels il s'est appliqué. Oui, mais alors la culture russe était extrêmement, enfin, et la culture et la spiritualité russe étaient extrêmement implantées pendant plusieurs siècles. Et effectivement, le marxisme, le communisme a duré relativement peu de temps dans l'histoire de la Russie. Oui, mais ça a permis à la Russie. Je ne suis pas en train de me faire Oui, de grand oui, oui. défenseur du communisme. Non, Hein, non, non, tout à entendons-nous. fait. Non. Et il a mis sous cloche, d'une certaine manière, il a protégé des influences délétères Oui, de la société de consommation, de la société du désir, de la C'est ça. société de l'individualisme radical. Ouais. oui, C'est ça. Et d'ailleurs, pour la Chine aussi, dans une certaine mesure, oui, puisque le oui, maoïsme bien sûr. a effectivement été une parenthèse, et le confucianisme ressurgit, et il est en plus un facteur de développement économique, puisqu'il cultive, le confucianisme cultive le culte de l'ordre, de la famille et du travail. Et ça rejoint tout à fait les impératifs économiques, en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, en Russie, la religion prend de plus. Enfin, les églises sont réouvertes, les offices sont célébrés tous les dimanches. La religion orthodoxe est très implantée. Et Et Poutine, il y a une condition qui est quand même une condition première à tout ça, c'est que les élites locales continuent d'avoir le sentiment qu'elles sont organiquement liées à leur classe populaire. ouais. Exactement, vous avez tout à fait raison. Parce que, D'ailleurs, Poutine a... comment dire, quand on commence à disloquer classe élitaire, classe populaire, et qu'on a, ce que je disais au début de l'émission, une forme de sécession des élites, de logique transnationale qui se met en place, là,
toutes les catastrophes peuvent arriver, bien entendu. Hein. On a de multiples exemples dans l'histoire et même actuellement où on voit des bourgeoisies qui n'ont aucun sentiment d'appartenance à leur propre société. Par exemple, historiquement, c'est très vrai d'Haïti, ou c'est très vrai aujourd'hui dans un certain nombre de pays africains. Mais on a la même chose en Occident. Et quand cette dislocation se produit, on ne peut pas organiquement avoir une pensée, une avancée en termes de nation. Et donc, on ne peut pas avoir de logique de souveraineté, par exemple, puisque ça n'a pas de sens, puisqu'on doit effacer tout ça. Par contre, quand vous avez des classes élitaires qui se considèrent comme organiquement liées à leur classe populaire, ce qui ne les empêche pas de les exploiter, mais c'est autre chose. Là, on peut avoir une logique soit civilisationnelle, nationale, ou un peu plus que ça. D'ailleurs, c'est peut-être un peu comme ça qu'il faut lire Trump aussi. Peut-être que c'est une résurgence de la nation au sein des États-Unis contre les élites transnationales qui avaient le pouvoir jusque-là et contre ce qu'on appelle l'État profond, qui est probablement lui aussi transnational. Enfin, le Trumpisme et le mouvement MAGA serait d'une certaine manière l'image d'une tentative de se réarrimer à la logique nationale, et c'est aussi une tentative d'une certaine part des élites de se reconnecter avec ces classes populaires, et forcément donc dans un espace national. Et oui, et exactement. Et c'est là où, évidemment, on lui souhaite bonne chance, mais comme vous l'avez dit très brillamment tout à l'heure, il y a bien des obstacles à franchir, évidemment, pour parvenir à ses fins. Alors, effectivement, pour ce qui est de la France, on est à la recherche de cette rotation des élites, comme dirait Pareto. De Gaulle avait commencé à essayer de transformer les élites françaises. Il n'a pas eu le temps véritablement d'aller jusqu'au bout. Là, la France est en crise morale, intellectuelle, spirituelle aiguë. Et on sent bien que le discrédit qui pèse sur les élites politiques françaises est parvenu à un degré extrême. Son paroxysme. Et on sent bien que le peuple attend de nouvelles élites, là, actuellement. Il me semble qu'elles sont en gestation. Sûrement en gestation. Oui. Moi, il me semble que de toute façon, le régime tel qu'on le connaît est en bout de course. Ouais. Mais ça n'empêchera pas. Enfin, il peut avoir une grande capacité à durer. Ça, Oui. c'est autre chose, hein, évidemment. Mais on voit bien que de toute façon, avec la perte de la souveraineté, avec la perte de tout projet national, commun, collectif, que personne n'est incapable de formuler, évidemment. Tout ce qu'il propose, c'est faire durer les choses encore un peu plus longtemps. Et rien d'autre. Hein. Moi, je suis abasourdi par l'incapacité de l'ensemble de la classe politique de formuler un projet pour la nation. On veut aménager par-ci, par-là, et ça s'arrête là. De toute façon, quand vous avez perdu la souveraineté, effectivement, vous n'êtes pas capable de proposer des projets parce que vous n'avez pas les outils pour ça, ni les moyens. Et qu'en plus, c'est pas forcément votre intérêt. Quand vous avez, comment dire, toute une classe politique qui est tournée vers son propre devenir, sa propre production, et pas vers comment dire le destin du peuple, le destin de la nation, on ne peut rien attendre. De toute façon, c'est pas les gens qui ont créé les problèmes qui vont être la solution. Hein. Soyons assez clairs. Mais en même temps, cette classe élitaire-là, elle est capable de tenir encore assez longtemps. Il y a probablement la volonté confuse chez une part de la population de la nécessité d'aller vers autre chose, c'est clair. Ce qui manque, peut-être, il manque peut-être beaucoup de choses, mais c'est qu'il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas de perspective claire à laquelle se rapprocher.
je pense qu'il y a un travail intellectuel là-dessus à faire. Hein. On parlait par exemple quels sont les principes de notre civilisation qu'il serait nécessaire de retrouver pour recomposer une forme de société vivable et en continuité temporelle, et puis et qui, de ce fait-là, pourra effectivement envisager un avenir. C'est un travail qui reste largement à faire. Quelle forme politique demain pour autre chose que ce qui existe aujourd'hui, c'est encore un travail intellectuel qui reste à faire. Et tant que ce travail n'est pas fait, un certain nombre de choses ne se cristalliseront pas. Elles pourront se cristalliser autour de révoltes spontanées, momentanées, comme les Gilets jaunes, par exemple, mais qui risquent de ne rien donner parce qu'il n'y a pas de relais politique, en fait. Il y a des revendications qui sont ponctuelles, qui sont pas organisées, même si certaines peuvent être très importantes. Et tout ça finit par être maté ou par être étouffé, en fait. Et puis, quelques temps se passent, et puis une nouvelle révolte, et puis qui aura le même destin probablement. Donc à voir. Et dans le pire des cas, d'ailleurs, s'il y avait un effondrement économique lié à la dette, lié à une crise financière mondiale, couplée à la dette, hein, et qui mettent économiquement la France à genoux. Quelle serait une porte de sortie positive? Mais si on n'est pas capable de formuler un projet, les pires choses peuvent se passer. Oui. D'ailleurs, on voit bien hein, aussi comment dans l'enseignement en France et en Europe, la culture des humanités a été méthodiquement éradiquée à partir des... Je crois que par rapport à ça, c'est pas non plus un hasard. Il faut lire Gramsci. Vous allez me dire encore que je parle d'un communiste, hein, mais excusez-moi. Et notamment son concept d'hégémonie culturelle. Ouais. Mais on est là dans une volonté d'hégémonie culturelle, la volonté d'imposer des catégories, de faire penser les uns et les autres à travers ces catégories-là, de leur faire voir le réel à travers ces catégories, ce qui empêche de penser différemment aussi. C'est bien clair. C'est-à-dire que il y a une telle hégémonie culturelle aujourd'hui des classes élitaires à travers les relais universitaires, médiatiques, de l'enseignement, comme vous venez de le dire, à travers les fictions également, qui devient même très compliqué cognitivement, conceptuellement, de pouvoir s'abstraire de ça et d'essayer de trouver des appuis pour penser autrement. Et tant qu'on n'est pas capable de penser autrement, on sera toujours prisonnier du système qui nous tient. Et oui, et c'est effectivement un problème central, ça, parce que pour avoir une véritable rotation des élites, et il faut justement les trouver, ces nouvelles élites, c'est-à-dire trouver des gens qui aient des socles culturels tels que les ont, au fond, les élites des autres aires de civilisation, finalement. Voilà. Mais les élites, je suis sûr qu'elles existent. Mais évidemment, que ce soit par les médias ou autres moyens, on fait tout pour les asphyxier, pour les laisser dans l'ombre. Alors, les médias alternatifs montrent qu'il y a des éléments. Il y a des élites qui fermentent intellectuellement, qui produisent, etc. Vous en êtes un brillant exemple, Franck Martini. Alors, il y a une efflorescence intellectuelle en France, tout de même, qui est importante, et qui s'exprime à travers les médias alternatifs. Mais, bon, il y a du boulot à faire, quoi. Il y a du boulot à faire, et on pourra penser que plus le pouvoir ou justement l'hégémonie des élites en place deviendra fragile, deviendra problématique, plus on va être noyé sous de la propagande, de la communication, du narratif, à n'en plus finir sur tous les sujets, bien entendu, mais plus il va y avoir une crispation qui va donner quelques petits réflexes autoritaires en essayant d'éviter justement que les fluorescences viennent à la connaissance des uns et des autres ou d'une partie trop importante de la population. Donc, moi, je prends chaque crispation, et notamment les sanctions qui ont été prises contre Jacobo, Xavier Moreau et d'autres, toutes ces crispations-là sont le signe aussi d'une fragilisation qui me paraît évidente. Oui, et donc elles sont encourageantes, hein, il faut dire, paradoxalement, mais elles sont encourageantes.
disons que l'évolution, la tendance est bonne, disons. Il y a la cristallisation de nouvelles élites actuellement. Et dans les médias alternatifs, on le sent très très nettement, ça. Maintenant, il y a le problème de la masse critique. Pour qu'il y ait une rotation des élites, au sens parisien du terme, il faut une masse critique concernant les élites de remplacement. Oui, mais alors là, on divise pour régner. Hein. C'est ce que l'on voit. Il faut une masse critique, il faut que ces élites elles aient conscience aussi d'un socle commun, en fait. Oui. D'un socle culturel commun. C'est ce que vous disiez en disant, mais finalement, dans les autres aires de civilisation, c'est assez facile pour eux parce que ce socle est immédiatement à leur disposition. Oui. Tandis que j'ai l'impression que nous, il faut le retrouver ou le reconstruire. En fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour que les pays de la civilisation européenne, pourrait-on dire, enfin, et notamment alors à l'intérieur la civilisation française, qui est en soi une civilisation, puisse retrouver donc cette civilisation française ses racines. Et je crois d'ailleurs que la France a vraiment vocation à être l'inspiratrice d'un renouveau de la civilisation européenne en réalité. Parce qu'il me semble que la France est tout de même un épicentre de ce renouveau intellectuel, avec l'Italie aussi. Oui. Mais beaucoup la France. Elle a un rôle historique à jouer, je crois, la France. Je crois. D'ailleurs, c'était, à ma modeste mesure, bien évidemment, l'ambition du manifeste du Principat, en disant quel pourrait être le socle d'un régime démocratique, du coup, qui succéderait au régime actuel. Et je pense que dans le monde multipolaire, la place de la France pourrait être extraordinaire en réalité. Oui. C'est-à-dire que la France a tous les éléments pour être un lieu d'articulation, de dialogue, de proposition, de partenariat, mais avec l'ensemble des aires civilisationnelles. Oui. On pâtit en tant que pays de notre rétrécissement, de notre identification totale à l'idée d'Occident, alors qu'il y a une voix propre, une voix singulière qui pourrait s'affirmer à nouveau si on retrouvait la capacité à parler souverainement déjà, mais la capacité à retrouver des propositions de renouveau. Et je pense que ce renouveau-là ne peut prendre qu'une forme réellement démocratique. Eh bien, cher Franck Martini, ce sera le mot de la fin. Nous arrivons à la fin de notre émission, c'est passionnant, mais si vous voulez bien, nous en ferons d'autres, car le thème est vaste, il est riche. Il y a eu différents messages qui sont arrivés. Nous n'avons pas le temps de les lire, malheureusement. Mais votre émission est notre émission. Et vous avez, Monsieur Martini, passionné beaucoup d'auditeurs qui vous remercient. Eh bien, moi, je les remercie de leur attention, de leur écoute. Eh bien, chers auditeurs de Radio Courtoisie, nous récidiverons. Absolument. Et donc, je vous souhaite une bonne semaine, encore une bonne année. Il est encore temps, peut-être. Il y a encore temps de justesse. Absolument. Merci à Claudia de la réalisation de cette émission. Et merci, à bientôt. Monsieur Martini.